IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir. Ce soir, avec Mishka de la librairie Mama Édition, qu'on a déjà accueilli sur cette antenne au sujet de plusieurs livres, donc peut-être elle va nous parler. Mais ce soir, ce serait plutôt sur le livre de Jacqueline Friedman, Le chant des abeilles, restaurer notre alliance avec l'abondance. Mishka, bonsoir. Bonsoir. Je remarque que tu as parlé de librairie alors qu'en fait on n'a pas de librairie. C'est une maison d'édition. Voilà. Oui. Donc c'est plutôt une maison d'édition, Mama Édition, qui se trouve à Paris et qui... Vous avez quand même pas mal de publications. Hein. Ça s'est ouvert en quelle année? Il y a plus de 10 ans? Oui, c'est en l'an 2000. Et on a à notre actif 52 bouquins à l'heure actuelle. Dont les livres de 7. Dont les livres de 7, bien entendu. On a un peu commencé avec les livres de 7. On continue à les faire tranquillement. Et on a ouvert plein d'autres collections. Une sur la naissance, une sur le chamanisme, etc., etc. Et là, donc, le chant des abeilles, tu le mets dans quelle catégorie? On le met dans une catégorie qu'on appelle mutation, c'est-à-dire c'est des bouquins pratiques pour accompagner les gens que ça branche dans le changement intense dans lequel on baigne à l'heure actuelle. Et vous avez aussi des livres sur la bio, c'est-à-dire comment cultiver chez soi? Oui, on a pas mal de bouquins de jardinage, dont un qui s'appelle le BGB, le Bio Grow Book, qui est un bouquin de jardinage bio avec plein d'illustrations, certaines techniques, d'autres humoristiques. C'est un gros pavé, mais qui est vraiment séduisant. Alors, cette fameuse Jacqueline Friedman, tu la connais? Je ne la connais pas, j'ai entendu sa voix au téléphone. Elle a un prénom français, je le remarque. Elle est anglaise? Elle est américaine. Américaine. Elle est sur la côte ouest des États-Unis. C'est une apicultrice, c'est une cultivatrice qui s'intéresse beaucoup, évidemment, qui pratique de diverses façons la permaculture et la biodynamie. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour toi, la biodynamie. Oui, ça veut dire quelque chose. C'est la bio avec le cosmique en plus. C'est Steiner, non? C'est Steiner, oui. Et donc, elle est apicultrice et il lui est arrivé cette chose fantastique, c'est qu'elle a commencé à entendre les abeilles, mais à les entendre littéralement, c'est-à-dire entendre des phrases toutes construites qu'elle a retranscrites dans son livre. Alors là, tu viens de parler de la biodynamisme et du biodynamisme et de Steiner, et elle écrit en préface, nous sommes invités à partager les enseignements des abeilles pour une apiculture naturelle et réaliste, débarrassée de l'anthropomorphisme, centré sur la reine, les ouvrières et le précieux couvain. L'anthropomorphisme, c'est pas Steiner. L'anthropomorphisme, c'est juste une vision du monde qui place l'homme au centre et dont tout le reste dépend. Steiner, c'est pas l'anthropomorphisme, c'est une vision du monde qu'on a beaucoup eue au 19e siècle. Donc, je crois que je vois à quoi tu fais allusion. Oui, alors je cherche. Steiner, il est anthroposophe. Oui, mais c'est pas l'anthropomorphie. Est-ce que c'est autre chose? Oui, d'accord. Ok. Alors, Jacqueline, cette fameuse Jacqueline Friedman, animait le stage avec son collègue Michael Jocelyn Thiel dans une certaine ville. Ils font partie de ces passionnés des abeilles qui se consacrent à une forme radicalement nouvelle d'apiculture, dite naturelle et apicentrique, qui place les besoins des abeilles au-dessus du désir de l'apiculteur de récolter beaucoup de miel. Son souhait, c'est pas de récolter beaucoup de miel, c'est que les abeilles, elles soient heureuses. Oui, c'est important de faire cette distinction parce qu'il s'est passé pour les abeilles la même chose qui s'est passé pour l'élevage en général. On commence à savoir maintenant que les conditions d'élevage du bétail, des poulets et tout ça sont absolument atroces. Et d'une certaine façon, il se passe un peu la même chose avec les abeilles, c'est-à-dire qu'au lieu de les laisser être et d'être content de récolter le surplus de miel quand il y en a, on a mis en place toutes sortes de techniques qui nuisent aux abeilles et qui ont pour but de produire plus de miel. Par exemple, on ne les laisse pas vivre leur vie, on fait des fécondations artificielles. Donc elles n'ont plus la possibilité de choisir le mâle. Ce qui est grave parce que quand les abeilles font un vol nuptial classique,
elles s'accouplent avec plusieurs mâles, ce qui fait qu'elles ont un choix de sperme à l'intérieur d'elles-mêmes, une bibliothèque de sperme, on appelle ça. Et selon les conditions climatiques, selon toutes sortes de choses, elles choisissent tel ou tel sperme, c'est-à-dire tel ou tel père pour les nouvelles abeilles qui vont naître, avec des caractéristiques génétiques différentes. Donc rien que là, il y a un truc qui leur est très nuisible. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on bouge les ruches, on les emmène. Par exemple, là où il y a des grandes étendues de monoculture, on les emmène là-bas, et la monoculture, c'est la mort pour les abeilles. Ce qu'elles aiment, c'est la variété, bien sûr. La variété de la vie. Et surtout, elles sont attachées à un lieu, à une géographie. De les bouger, c'est vraiment ça va tellement à l'encontre de ce qu'elles sont. Et puis en apiculture conventionnelle, on prend tout leur miel et on le remplace par du sucre, ce qui est quand même un comble. Pas étonnant que ça soit mauvais pour leur santé. Et à l'heure actuelle, comme tu le sais sans doute et comme tout le monde commence à le savoir, il y a les abeilles meurent en masse. À cause des pesticides. À cause des pesticides. Et on arrive vraiment à un stade où un certain nombre de gens se mettent à faire de l'apiculture de conservation. C'est-à-dire, non pas pour récolter du miel, s'ils en récoltent un peu, tant mieux, mais ce n'est pas ça le but de la manœuvre, mais pour participer à la survie des abeilles. Oui, il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi tout ce qui pollinise, c'est-à-dire les guêpes sauvages, enfin... Oui, tous les pollinisateurs. Les abeilles, c'est particulier parce que les abeilles sont de nature spirituelle. Il y a une conscience collective de la ruche, et cette conscience est incroyablement spirituelle. C'est fou quand on lit les paroles des abeilles, à quel point le mot amour, le mot joie, le mot gratitude reviennent souvent. Le mot unité. Le mot unité aussi. Oui. Alors en 2004, un ami lui offre des abeilles et il lui a semblé naturel d'accepter son cadeau. Lorsque nos 2 premières ruches sont arrivées à la ferme au début de l'été 2004, elle n'avait aucune expérience en la matière, donc elle n'y connaissait rien. Sa grande force, c'est l'observation et la patience, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'asseoir tranquillement et de regarder ce qui se passe pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'elle a beaucoup appris, jusqu'au moment où, comme on disait tout à l'heure, les abeilles se sont mises à lui parler directement. Donc ce livre s'appelle Le chant des abeilles, un chant C-H-A-N-T, c'est-à-dire du verbe chanter. C'est un message des abeilles, d'ailleurs tout ce qui se trouvera en italique dans le livre sera le message des abeilles. Et le message des abeilles, oui, c'est-à-dire que tout ce qui a été reçu par Jacqueline Freeman, comme en channeling on peut recevoir des messages venus d'en haut, tous ces passages-là sont en italique dans le livre. Et je tiens à attirer l'attention sur la qualité de la traduction qui fait que ce livre se lit un peu comme un poème. Comme un roman aussi. Comme un poème et comme un roman. Comme un roman, on y apprend beaucoup de choses. C'est pas toi qui as fait la traduction pour une fois. Je l'ai revu, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. Alors elle dit que la première question quand elle a saisi le message, que finalement elle recevait des messages, la première question qu'elle leur a posée, sa question initiale, elle leur a demandé à 3 reprises comment elles appelaient les ouvrières. Parce que nous on a tendance à dire qu'il y a une reine et des ouvrières. Mais oui, les ouvrières c'était très 19e siècle comme concept. Donc en anglais le mot c'est maiden. Maiden c'est un mot particulier parce que ça veut dire jeune fille d'abord. Mais ça peut aussi vouloir dire servante, ça peut aussi vouloir dire princesse. Donc ça c'est le mot qu'elle a reçu. C'est le mot que les abeilles emploient elles-mêmes. Voilà, mais sinon les Anglais ils appelaient ça comment avant? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais plus. Voilà. Est-ce qu'ils les appelaient aussi les ouvrières? Je sais pas. En tout cas, nous on a suivi les recommandations des abeilles et on les appelle les jeunes filles dans le texte français. Donc les ouvrières deviennent des jeunes filles. C'est-à-dire qu'on a suivi le texte anglais et on a traduit le mot maiden par son sens premier, c'est-à-dire celui de jeune fille. Donc le livre est scandé par les différents chants. C'est le mot que les abeilles emploient qui rythme leur activité. Chaque chant correspond à une saison donnée, à un ensemble de tâches précises. Ainsi, le chant de la croissance se fait entendre de la mi-printemps jusqu'au début de l'été, quand tout dans la ruche parle de richesse, de fécondité, de croissance.
chant de l'unité, comment les abeilles se voient elles-mêmes, comment elles voient leur colonie et le monde. Les abeilles, quand elles nous parlent, disent souvent qu'elles nous embrassent dans leur unité. Elles nous embrassent dans leur unité, c'est-à-dire que nous faisons partie de leur monde. Oui, je pense que c'est vraiment important pour nous, êtres humains et en particulier occidentaux, qui nous sentons tellement coupés de la nature. Très souvent, les occidentaux se sentent coupés de la nature, se sentent coupables des dégâts qu'ils ont infligés à Mère Nature. Et donc, ils ont tendance à perdre de vue le fait qu'eux-mêmes font partie de la nature. Nous faisons partie de la nature, nous sommes un avec tout ce qui est. Alors, comment on peut faire partie de la nature, être un avec tout ce qui est, et finalement détruire? On est, comme les enfants grandissent et font des bêtises en cours de route, on est passé par des stades d'évolution et on a fait pas mal de bêtises et on en fait encore, mais on commence de plus en plus à se rendre compte que c'est pas la voie. Donc ça, ce sont les abeilles qui parlent. Les humains ont une âme individuelle. La ruche, toutes les ruches ont une âme collective. Les animaux ont une âme collective mais individualisée. Nous, abeilles, nous avons une âme collective intacte, intégrale, non fragmentée. Chacune d'entre nous fait partie d'une âme de groupe. Nous vivons, nous respirons toujours en harmonie et en liaison avec l'esprit. Immergés dans cette âme de groupe, chaque ruche est consciente des autres. Cela se manifeste dans l'harmonie de notre chant commun, composé de milliers de sonorités différentes. Il y a des exemples frappants. Par exemple, si une ruche se sent affaiblie génétiquement, elle va choisir de mourir plutôt que d'enfanter des abeilles affaiblie. En ce qui concerne la mort de la reine, une vieille reine ne meurt pas forcément. On la laisse pas mourir forcément. Et puis dans certains cas, elle explique dans le livre que de vieilles reines restent dans la ruche. On les sacrifie pas. On les laisse dans un petit coin. On les laisse dans un petit coin. Elle explique aussi sur les bourdons. Comment ça se passe. Elle est très lyrique sur les mâles, c'est-à-dire sur les bourdons. Oui. Et j'ai plusieurs amis masculins qui ont eu ce livre, qui ont lu ce chapitre avec émotion, une réelle émotion, avec le sentiment que c'était une réhabilitation des mâles globalement. Alors qu'en apiculture traditionnelle, conventionnelle, on a tendance à penser que les bourdons servent à rien, c'est des bouches inutiles à nourrir. Et c'est marrant parce que les bourdons peuvent entrer, les abeilles entrent dans leur ruche, mais pas dans d'autres ruches. Il y a des gardiennes à la porte. Mais les bourdons, eux peuvent entrer dans toutes les ruches et ils viennent chanter aux futurs bébés qui sont encore le couvain, c'est-à-dire qui sont encore dans les alvéoles. Les abeilles en développement dans les alvéoles, ils viennent leur chanter. Ils viennent leur raconter l'histoire du monde. Ils viennent leur raconter l'histoire du monde. Ouais. C'est un beau livre, hein, c'est un livre qui nous fait rêver. C'est un beau livre, un livre utile à la fois, ce qui est quand même assez super. Alors les abeilles, il ne faut pas oublier quand même qu'elles pollinisent près de 40% de nos récoltes mondiales. Sans elles, bien des produits alimentaires disparaîtraient de nos rayons. Peut-être pas l'oublier aussi qu'elles font 40% de la pollinisation. Oui, sans abeilles, c'est 40% de notre alimentation en moins. D'ailleurs, je crois que, je ne sais plus dans quel pays, si c'est le Japon, la Chine, ils sont obligés de polliniser à la main. Manuellement, oui. C'est les hommes qui font le travail des bêtes. C'est une folie quand même. C'est les hommes qui vont butiner les fleurs. À la place des abeilles. Alors, on butine ? Tu as eu cette femme, Jacqueline Freeman, au téléphone. Oui. Et c'est toi qui as décidé de publier son livre. J'étais au Canada, où je vais chaque année, dans le Canada dans ta anglophone. Petite cabane, dans ta cabane au Canada. En Colombie-Britannique, tout à fait à l'ouest. Lorsqu'une amie m'a prêté ce livre, en anglais bien sûr, je l'ai lu, je l'ai adoré. Je l'ai prêté à plusieurs personnes et une fois que je l'ai prêté à plusieurs personnes, je me suis dit mais ça veut peut-être dire qu'il faudrait le publier. Et ça c'était quand? Il y a 2 ans? Il y a 2 ans à peu près, oui. Oui, parce que c'est pas un petit livre, hein. C'est quand même un livre qui fait presque 300 pages.
Donc il faut quand même arriver à le traduire, à traduire l'anglais de Jacqueline Freeman et aussi à traduire les propres mots des abeilles. Ouais. Il est dit aussi que lorsque on les sépare de leur famille, lorsqu'une ouvrière par exemple, il y a cette histoire où elle fait une espèce de, pas de bed and breakfast, mais presque d'abeilles qui n'a pas réussi à retourner à ça. Il arrive parfois que le soir, il y ait une ou deux abeilles qui, pour une raison X, ne soient pas arrivées à retourner à la ruche avant la tombée du jour. La tombée de la nuit, je ne sais pas ce qu'il faut dire, avant qu'il fasse nuit. Et donc elle leur prépare un petit peu d'eau, un petit peu de miel, ce qu'il faut pour passer la nuit, jusqu'au lendemain matin. Oui, sinon elle risque de mourir, l'abeille risque de mourir. Oui. Donc c'est pas, elle risque de mourir de solitude aussi, elle écrit dans son livre, ça veut dire qu'une abeille c'est pas fait pour vivre tout seul. Oui, c'est un peu comme une partie de notre corps, notre corps est un ensemble de cellules, et il a besoin de toutes ces cellules ensemble. L'été, quand les journées sont longues et chargées, l'espérance de vie des jeunes filles est d'environ 45 jours. Elles dépensent leurs forces sans compter et meurent, les ailes en lambeaux, après avoir butiné des dizaines de milliers de fleurs. 45 jours pour les jeunes filles, un peu plus pour les mères, hein, pour les reines mères. Voilà, et alors elles jouent un rôle crucial, les abeilles, parce que elles pollinisent, mais elles pollinisent pas n'importe quoi, elles pollinisent les fleurs qui leur semblent le plus aptes à être pollinisées. C'est un vrai choix qu'elles font selon l'aura de la fleur. Parfois on est étonné de voir des fleurs qui ne sont pas visitées par les abeilles, on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'elles font ce choix conscient, et donc elles jouent un vrai rôle dans l'histoire des plantes, en choisissant lesquelles polliniser. D'ailleurs, dans son livre, je pense que Jacqueline Freeman explique que si vous êtes jardinier, que vous avez des massifs de fleurs, faites des gros massifs de fleurs différentes, parce que les abeilles, finalement, préfèrent avoir des gros massifs. Ça ne vaut pas le coup de se déplacer pour une fleur ici, voilà. Une fleur là, mais s'il y en a un gros massif, ça vaut le coup. Oui. De regarder ce qui se passe. Ouais. Des massifs de fleurs simples, pas de fleurs compliquées. Oui. C'est-à-dire que les obtentions récentes de fleurs sont souvent avec plus de pétales, plus de complications. Et il faut mieux des variétés anciennes qui sont plus simples. Elle en donne une liste, bien sûr. Et elle butine aussi en fonction des couleurs. Hein. C'est-à-dire qu'elles aiment les couleurs et des couleurs où elles sont plus attirées que d'autres, des fleurs qui les attirent plus que d'autres au niveau des couleurs. Alors les mâles ne constituent qu'une faible partie de la population de la ruche, environ 10 à 15% lors des périodes d'essaimage. Ce qui se passe avec les abeilles, c'est qu'une fois que, si tout se passe bien, il vient un moment où à force de butiner, c'est-à-dire de ramener en quelque sorte du jus de fleurs qu'elles évaporent avec leurs ailes et qui devient du miel, la ruche est pleine de miel, et à ce moment-là, c'est le moment d'essaimer, c'est-à-dire c'est le moment qu'une partie de la colonie aille chercher ailleurs une autre ruche. C'est ça l'essaimage. C'est quelque chose qui est fondamental au fonctionnement des abeilles et que les apiculteurs conventionnels font tout pour enrayer parce que ça ne leur plaît pas du tout qu'une partie des abeilles choisissent de s'en aller. Et pourtant, ça fait 2 ruches. Non, parce qu'elles ne vont pas dans la ruche à côté, elles vont là où elles ont envie et c'est peut-être à 50 km. Non, peut-être pas à 50 km, mais c'est peut-être à 10 km. Ou même à 3 km pour l'apiculteur, c'est des abeilles perdues. Le bourdon tourne en rond, le bourdon tourne en rond. Donc elle raconte comment elle va récupérer des ruches un peu partout. C'est amusant comment elle est appelée pour aller déloger une ruche qui se trouve dans une gouttière ou ailleurs. Et il y a tout ce passage où elle finit par y aller pratiquement à main nue, c'est-à-dire elle y va même à main nue. Elle spécifie que ce n'est pas un conseil qu'elle donne à n'importe qui d'y aller à main nue, mais que si on est dans un état d'esprit contemplatif, si on est en paix avec soi-même et avec le monde, les abeilles le sentent, et qu'on peut, sans vêtements de protection, les prendre par poignée à la main.
Alors, conformément à ces croyances, la plupart des apiculteurs conventionnels et même certains apiculteurs naturels éliminent le couvain de mâles, ne laissant que les jeunes filles et la reine. Mais ils peuvent tuer autant de mâles qu'ils veulent, la reine continuera d'en pondre davantage pour remplacer ceux qui manquent. De toute évidence, la ruche veut des mâles. Pourquoi ? Parce qu'ils transmettent la lignée génétique de la reine, de leur ruche. Tant que les mâles s'accouplent aux reines vierges d'une autre ruche, la lignée se perpétue. Alors, la différence avec les mâles, c'est qu'ils ont des grands yeux immenses. Ils voient un peu mieux que les abeilles. Grâce à leurs yeux immenses, ils voient davantage de choses. Or, les abeilles vivent leur ruche comme une pensée consciente et partagée. La reine et les jeunes filles appréhendent le monde à travers la sensibilité aiguisée du mâle. Ainsi, quand un mâle visite une autruche, toutes les abeilles de sa propre colonie l'accompagnent. Elle explique bien dans ce livre que ce que vit chacune ou chacun des mâles, toute la communauté le vit. Oui, absolument. Et pas seulement pour les mâles. Par exemple, quand vient le moment de l'essaimage, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'abeilles qui sort de la ruche prête à aller voir ailleurs et qui s'installe en une grosse grappe à proximité, elles envoient des éclaireuses. Et les éclaireuses vont chercher des lieux qui seraient adéquats pour y emménager. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elles envoient des images mentales du lieu. Elles se projettent dans le lieu qu'elles visitent et elles envoient ces images à l'essaim et donc la décision se fait en connaissance de cause. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est-à-dire qu'elles font de la télépathie avec l'ensemble des autres abeilles pour leur montrer ce qu'elles voient, au même titre que quand la reine s'accouple avec le et les mâles, toute la ruche finalement a une jouissance, c'est-à-dire que toute la ruche participe à cette, à cette fusion. Oui. Elle nous explique aussi, Jacqueline Friedman, que ces abeilles ont pas le même boulot tout au long de leur vie. Elles ont des métiers différents. Parmi les différentes tâches de la ruche, qui peuvent être d'évaporer l'eau pour qu'il y ait le bon degré d'humidité dans la ruche, qui est de faire un boulot de maçonnerie en construisant du propolis partout où il y a des fissures qui laisseraient entrer les influences extérieures, en nourrissant les bébés, en s'occupant de la reine, etc. etc. Il y a une foule de boulots différents. Donc c'est pas une abeille qui naît butineuse et qui sera butineuse toute sa vie, ou une abeille qui sera gardienne, éclaireuse, c'est pas du tout ça. Elles ont chacune une fonction différente au cours de leur vie. Oui, elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Quand les mâles sacrés chantent pour les bébés, ils font penser au peuple des cultures africaines et aborigènes qui entonnent des chants cérémoniels à la naissance de leurs enfants. Les mâles chantent. Oui, comme on disait tout à l'heure, ils chantent aux bébés des ruches qu'ils visitent. Et donc, en nos propres mots, c'est ce que disent les abeilles, lorsqu'un mâle s'accouple avec une reine vierge dans le lumen, toute la ruche vibre au diapason de leur étreinte. Les mâles se sacrifient, ils sont les plus sacrés des êtres. Le fait qu'après la fécondation, je dirais, ils se sacrifient, ça c'est quand même la réalité. Oui, c'est un moment de gloire sublime et la mort. Sur IDFM 98 de la bande FM, nous parlons des abeilles et plus particulièrement de leur chant. Leur chant qu'a entendu Jacqueline Friedman, qui a écrit un livre. Mishka, c'était quoi le titre en anglais du livre? The Song of Increase. The Song of Increase. Donc le son des... Mot à mot, ce serait le son de l'augmentation, ce qui n'est pas très joli en français. Oui. Donc on a un peu feinté. Ah oui, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est la parthénogénèse. C'est-à-dire que dans la ruche, c'est un phénomène rare dans le monde naturel. Le terme combine deux mots grecs, parthénos qui veut dire vierge et génésis naissance. Grâce à sa naissance virginale, une jeune fille envoie les derniers représentants de sa lignée transmettre la connaissance de la colonie au mâle. C'est l'histoire un peu compliquée qui m'échappe un peu maintenant, de comment ça se passe sur le plan génétique pour les abeilles. Oui, c'est quand il y a une reine qui meurt. Quand une reine meurt dans la ruche, il y a une jeune fille qui peut devenir une reine de remplacement. Temporaire, oui. Temporaire. C'est pas ça la parthénogénèse.
C'est l'histoire que la reine... c'est l'histoire que même si la reine n'est pas fécondée, elle peut faire des œufs viables. Il arrive toutefois que la colonie perde sa reine inopinément avant que la ruche ait pu se préparer à son remplacement. La zone de couvain peut avoir été endommagée par accident ou refroidie et il n'y a plus un œuf susceptible de devenir reine. La ruche, hélas, périra et toute la lignée de la reine s'arrêtera. Alors que la colonie pleure la perte de sa reine mère, une jeune fille peut entrer en scène et offrir son potentiel reproducteur. Inspirée par la conscience unitaire de la ruche, elle prend acte de la situation et modifie volontairement son propre corps. Elle se transforme en une reine temporaire. Elle est pleinement capable de pondre des œufs, mais ceux-ci ne contiennent que des mâles infécondes, vierges. Elle ne peut se substituer à la reine et assurer un avenir à la colonie. Elle peut néanmoins permettre à la connaissance génétique de la ruche de se perpétuer à travers les mâles malgré la disparition de sa souveraine. Il s'agit d'un cas de parthénogénèse, un mot désignant la capacité d'une femelle de pondre un œuf viable qui n'a pas été fécondé par un mâle. Grâce à sa naissance virginale, une jeune fille envoie les derniers représentants de sa lignée transmettre la connaissance de la colonie du monde. Oui, c'est-à-dire que si la reine meurt, une des jeunes filles peut quand même pondre des mâles qui transmettent la génétique, qui maintiennent la génétique vivante. C'est extraordinaire. Oui. Alors qu'elle n'a pas été fécondée. Oui. Ça fait réfléchir ce livre. La reine détermine le sexe de la graine. Lorsqu'elle prend un œuf non fécondé, un mâle, son oviducte est nettoyé, ce qui préserve la bonne santé de son système reproducteur. Donc c'est la reine qui détermine le sexe de la graine. Oui. Sur les 30 à 50 000 abeilles qui habitent une ruche, un tiers environ sont des butineuses. Ce sont elles qui s'aventurent à la rencontre des vents, des fleurs, de la lumière. Quand on parle d'elles, on évoque en général leur rôle de pollinisatrices et de pourvoyeuses de nectar ou de pollen pour la ruche. Après tout, ce sont bien les missions qu'elles effectuent en se posant tous les jours sur des milliers de fleurs. Et elle dit oui, mais elles accomplissent bien davantage lors de leur visite dans les jardins et les champs. Les abeilles ont partagé avec moi une histoire merveilleuse et épique de minéraux migrants, d'éthers planétaires, de strates lumineuses, de fées et de gnomes, de mémoires transmutées en matière. Et de fait, certaines de ces dimensions sont confirmées par les recherches de plus en plus surprenantes sur les abeilles et leur monde magique. La migration des minéraux, qui est le début de la liste, qui est déjà intéressant, c'est comment des minéraux, au sens sels minéraux, pour commencer, puisque c'est ce qui est dans les plantes, puisque les abeilles font un choix sur les plantes qu'elles pollinisent, elles influent directement sur comment les champs, les prés, la nature évolue. Et elles ont un rôle à jouer qui est important dans la migration des minéraux d'un endroit à un autre. Elles m'ont expliqué qu'elles travaillent à redynamiser l'éther. J'ai cherché le sens du mot éther dans l'Oxford English Dictionary et en lisant sa définition, j'ai souri. La définition de l'éther donc est une substance très subtile et dilatable dont on a longtemps cru qu'elle remplissait tout l'espace, y compris les interstices entre les particules de matière, et qu'elle servait de support à la propagation des ondes de la lumière et autres rayons électromagnétiques. Ce que les abeilles expliquent très bien, c'est que de même qu'on sait maintenant que l'eau a une mémoire, l'air a une mémoire, et ça c'est quelque chose dont les abeilles sont les premières à parler. Et les abeilles, elles disent oui, bien sûr, on pollinise, mais on fait des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple de modeler l'air, de le travailler, de l'améliorer, de lui faire perdre tous les trucs négatifs qui se sont incrustés dedans, au sens éthérique du terme, c'est-à-dire au sens, on parle d'énergie, là on ne parle pas de substance mesurable. Et ce travail des abeilles sur l'air, c'est une chose qui est décrite de façon très belle. Et puis en parlant de l'air, il y a une vieille sagesse paysanne qui dit quand il y a une naissance, un décès ou un mariage,
il faut aller le dire aux abeilles. Oui. Ça doit être une sagesse paysanne américaine. Non, je pense que c'est plutôt british au départ. Oui. Et Jacqueline Freeman raconte un épisode où il y a eu des travaux assez importants avec des tracteurs, ils ont bougé des pelleteuses, ils ont bougé de la terre. Et les abeilles ont demandé un jour de répit pour remettre l'air en place. Et elles remettent l'air en place avec leurs ailes et avec leur chant. Et leur chant. Ouais. Alors le pollen sert à nourrir les bébés, il contient 25% de protéines, le reste étant composé de vitamines, de minéraux, de graisses, d'amidon et d'un peu de nectar pour tenir le tout. On y trouve également des acides aminés, des lipides et des bactéries bénéfiques. Les jeunes nourrices en mangent aussi, ce qui favorise le développement de leurs glandes ciliaires en prévision de leur prochaine reconversion en bâtisseuse de rayons. Le pollen est important et puis la propolis qui est hyper importante. D'ailleurs, les abeilles parlent d'une façon du rôle de guérisseuse qu'elles peuvent avoir sur nous indirectement. Elles disent allez vous asseoir près d'une ruche, nettoyez-vous la tête, l'esprit, videz-vous l'esprit, et laissez-vous pénétrer par l'énergie qui vient de la ruche, par le son qui l'entoure. Et déjà, ça, c'est un soin important pour la personne. Par ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une boule de propolis. Donc la propolis, c'est cette espèce de cire qu'elles utilisent pour boucher les interstices dans la ruche, pour la sceller en quelque sorte. Mettez un peu de propolis dans un bocal, fermez le bocal et au bout d'un moment, ouvrez le bocal et simplement laissez-vous pénétrer par les effluves de propolis. Ça, c'est un soin important aussi. J'avais appris en médecine alternative que la propolis permet à cette ruche qui a 70% d'humidité à l'intérieur de n'avoir aucun virus, aucun microbe, rien du tout. Donc c'est vraiment un soin. Moi, je me soigne à la propolis dès que j'ai un problème quelconque, que ce soit intestinal ou pulmonaire. Parce que cette propolis, elle est antiseptique. Elle est antiseptique et, entre parenthèses, elle pourrait même soigner certains cancers. Mais le côté antiseptique, ça renvoie à notre vision du monde qu'une vision chimique et mécanique, alors que les abeilles parlent beaucoup de l'aspect éthérique, intangible des choses. Et c'est à ce niveau-là qu'elles ont beaucoup à nous apporter. Notre compréhension du monde est différente après avoir lu ce livre, justement parce qu'on commence à voir les choses par les yeux des abeilles, et que ça change tout. Donc elles font de la cire. Cette cire, on ne la mange pas, on pourrait l'utiliser pour faire des bougies. Elles font du pollen. Ce pollen, on peut dire que quelque part, il peut être aussi antihistaminique, en prévision des allergies. Des rhumes des foins à venir, voilà. Pour les empêcher. Elles font de la gelée royale. Ça serait une méthode pour rester jeune. Et puis il y a cette propolis qui est quand même importante aussi. Oui. Ça, c'est les produits dérivés dont nous pouvons bénéficier. Et on a oublié le miel. Sans parler du miel, qui est la façon dont les abeilles parlent du miel. C'est vraiment beau. Le miel, c'est de la nature, c'est de la confiture de nature en quelque sorte. C'est de la nature et de l'énergie naturelle et l'énergie du soleil mise en nourriture. La population d'une ruche n'est pas la même en hiver qu'en été. Elle diminue à mesure que les vieilles abeilles meurent. Ils les mettent dehors, ils les jettent de la ruche. Ils les poussent dehors. Ils les poussent dehors et qu'il ne faut pas penser que la ruche va pas bien si on trouve un tas d'abeilles mortes à l'extérieur, puisque c'est normal, c'est juste un nettoyage. Ça ne veut pas dire que la ruche par elle-même ne va pas bien. De même qu'il faut éviter d'aller ouvrir la ruche en plein hiver pour voir si tout se passe bien. Parce que le seau de propolis permet aux abeilles de faire en sorte que le taux d'humidité et le côté bactérien des choses, ça leur permet de le dominer, le seau de propolis. Donc quand on rompt ce seau, on défait une bonne partie du travail des abeilles. Et c'est toujours tentant pour les apiculteurs d'ouvrir les ruches fréquemment pour aller voir comment ça se passe, de façon très bien intentionnée pour aller voir si tout va bien pour les abeilles. Mais à chaque fois qu'on ouvre la ruche, on leur nuit. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver, parce que
C'est une des choses sur lesquelles elle travaille, c'est à maintenir une température adéquate. Donc ne pas s'inquiéter s'il y a un tas d'abeilles mortes dehors, c'est normal. En fait, c'est un mauvais signe. Elles ont été évacuées par les ménagères qui font leur travail de nettoyage. La population d'une ruche d'hiver diminue donc à mesure que les vieilles abeilles meurent. Si une ruche entame l'hiver avec 30 000 abeilles et en sort avec 12 000, tout va bien. 18 000 ont péri, mais la ruche est viable. Ça donne envie d'avoir des abeilles, encore une fois, dans un esprit de conservation, pas nécessairement en se disant qu'on va récolter beaucoup de miel, ou même qu'on va récolter du miel, mais simplement pour le plaisir de les aider à être, pour les avoir près de chez soi. Les passages où Jacqueline raconte comment elle se fait piquer par les abeilles sont assez passionnants. Oh, quand elle l'a sous le pantalon, là, quand elle en a plein sous son pantalon et qu'elle continue son travail alors qu'elle en a tout un tas dans la jambière de son pantalon et qu'il la pique pas. Ça, c'est un passage extraordinaire. Et la fois aussi où elle raconte qu'elle devait faire une conférence et que la personne qui était passée avant elle l'avait énervée en faisant des références politiques qui n'avaient pas à être dans ce cadre-là. Et donc elle arrive toute énervée. Pof, elle se fait piquer par une abeille de l'espace de démonstration où il y avait une ruche avec des abeilles. Donc elle sort, fait je sais pas quoi, elle rentre, pof, piquée à nouveau. À chaque fois sur la tête. Message, nettoie l'intérieur de ton esprit. Est-ce que tu as déjà été piqué par une abeille? Oui. Oui. On s'en souvient. On s'en souvient. On se souvient même de l'endroit où elle nous a piqués. Mais les abeilles disent qu'elles nous font du bien lorsqu'elles nous piquent, ça stimule notre système d'auto-nettoyage. Alors moi j'ai aussi été piquée par une abeille et j'ai été embrassée par une abeille un peu comme dans le film La Belle Histoire où on voit cette jeune institutrice qui apprend à des élèves à prendre une abeille et elle la met sur sa bouche et l'abeille l'embrasse. Tu l'as pas vu La Belle Histoire? Non. C'est un film à voir. Et moi j'ai été aussi embrassée par une abeille, c'est-à-dire et j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai été piquée quand j'étais petite, mais c'était parce que une amie qui était à côté de moi avait fait un geste pour la chasser. Et il ne faut surtout pas faire de grands gestes quand une abeille vient à côté de soi, c'est la meilleure façon de se faire piquer. Oui, il faut d'abord se sentir, faire en sorte d'être habité par des idées de paix. Faut pas avoir peur. Alors que la plupart des gens qui voient une abeille ou une guêpe réagissent violemment, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, elle se fait aussi des masques au miel. Quand elle prépare le miel, elle raconte cette histoire, le miel substanter le cœur de la fraternité. Elle ramène ce miel chez elle et elle dit « Hier soir, nous avons commencé à préparer le miel. Nous avons coupé les rayons et mon mari a pressé la cire avec un presse-purée pour extraire le miel des cellules. Puis il a laissé égoutter à travers une passoire et en a rempli un seau de 20 litres. Ce seau est muni à la base d'un robinet bien pratique qui permet de verser facilement le miel dans les pots. C'est un travail poisseux, on finit toujours par s'en mettre partout. Alors, je me fais une queue de cheval, j'enfile une chemise à manches courtes et je m'enduis le visage de miel. Ainsi, je n'ai plus peur de me barbouiller, c'est déjà fait. Et puis, je ressors de là avec une belle peau douce. Le miel hydrate la peau en profondeur. Il est plus efficace et moins cher que la plupart des lotions commerciales avec leurs dizaines d'inquiétants produits chimiques. Si vous ne vous êtes jamais offert un masque facial au miel, je vous en prie, n'hésitez pas. Donc c'est vrai que ce miel, on aurait tendance à pas se mettre sur la peau parce qu'on va se dire ça tire. Et il semblerait que ce soit un bon masque. Et en fait, le miel est antiseptique, il est même bactéricide. Et quand mon premier fils est né et qu'on lui a coupé le cordon, on a mis du miel sur la partie du cordon qu'on venait de couper. Ah, c'est une bonne idée. C'est une méthode traditionnelle. Et puis il ne faut pas oublier qu'on peut manger du miel qu'à plus de 2000 ans, le miel ne se périme jamais. Ouais. Ça, c'est aussi bien à dire. Ouais, c'est vraiment magique le miel. Donc il faut acheter du miel à la place du sucre. Mais il ne faut pas acheter du miel. De préférence, éviter le miel de grande surface, le miel industriel, j'ai envie de dire.
et choisir des miels de petits producteurs qui viennent de régions particulières, si possible de régions un peu sauvages, ou dont on peut imaginer que les abeilles auront été heureuses. Elle dit à un moment, cela faisait des mois que je n'avais pas été piquée et je m'y attendais pas, encore moins à un tel scénario, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. J'ai laissé le venin pulser en moi. En quelques minutes, la douleur a complètement disparu. Donc elle dit que lorsque on est piqué, il faut laisser pulser, la douleur disparaît. Il ne faut pas lutter contre la douleur en quelque sorte, il faut la laisser s'installer. C'est en 2010 qu'elle a commencé à entendre les paroles des abeilles, alors qu'elle les avait eues en 2004, donc elle a quand même eu 6 ans. Depuis, j'ai élargi ma manière de penser. Pour diffuser cette connaissance dans le monde, j'ai choisi de témoigner que ces paroles me viennent des abeilles elles-mêmes et de le révéler publiquement. Donc elle applique la thérapie quantique des abeilles sur elle-même et sur d'autres personnes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, de s'asseoir à côté d'une ruche et de laisser faire. Les abeilles disent que le miel contient une prière. Je suis pour ma part convaincue que le miel est vraiment un aliment spirituel. Les abeilles ont été créées par la main de Dieu. J'ai foi en elles et en leur mission. Je me sens bénie quand je mange une cuillerée de miel. Ça fera une belle fin. Ça fait une belle fin? Tu trouves pas? Oui. Je me sens bénie quand je mange une cuillerée de miel. Oui, ça serait une belle fin. Ça sera le mot de la fin, Mishka? C'est une possibilité en tout cas. Oui. Je te remercie, Mishka. C'est un plaisir. Est-ce que tu continues à écrire ou tu en es? J'écris comme une folle en ce moment. T'écris sur J'ai quoi? été happée par l'écriture. Un livre qui va s'appeler Une femme reverdie. Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant, si ce n'est que je suis complètement habitée par ce livre et que il n'y a rien que j'ai plus envie de faire en ce moment que d'aller écrire. C'est de toi que tu parles. C'est de moi que je parle. Ouais, c'est toi qui reverdis. C'est moi qui reverdis. Bon, ça va sortir au printemps. Non, ça va mettre plus longtemps que ça. Bon, ça va sortir au printemps, c'est là où tout reverdit. On va voir. Mishka, que de Mama Édition, nous parlions du livre de Jacqueline Freeman, Le chant des abeilles, restaurer notre alliance avec l'abondance, paru aux éditions Mama Édition. Je te remercie, Mishka. À très bientôt. À bientôt.